Bonjour, la jeune République d'Arménie a 22 ans. 22 années de construction étatique, de mise en place d'institutions et de gouvernance, certes discutables. 22 années de résistance à des difficultés économiques et sociales en grande partie dues à la guerre, au blocus, pour ne pas évoquer l'effondrement d'un système, celui de l'URSS, sans en avoir préparé un autre. Pendant ces 22 années, l'émigration a constitué le fléau, pour l'instant irrémédiable, qui a vu partir, selon les sources officielles, 900 000 personnes, 1 500 000 selon les estimations de certains experts. Le régime politique, malgré des avancées réelles, mais largement insuffisantes pour constituer une démocratie de fond, a reproduit durant ces 22 années une classe de responsables politiques avec une majorité d'entre eux, pour le moment, en inadéquation avec la mission qui est la leur. Il faut parler des souffrances de la population que l'on va évoquer, du fiasco démographique, on l'a dit, des gâchis en matière de développement économique, de corruption et de monopole, de déficit démocratique, mais il faut, en même temps, souligner l'importance de l'armée arménienne, ou, si vous voulez, des deux armées arméniennes. Et si l'indépendance du Karabakh a été célébrée au début de ce mois, le 2 septembre, il n'empêche que cette indépendance a été rendue possible et le reste aujourd'hui grâce à l'Arménie et son engagement naturel, voire obligatoire, vis-à-vis du Karabakh. Nous évoquerons dans ce quart sur table les événements les plus marquants de la 22e année d'indépendance de l'Arménie, essentiellement la démocratie via l'élection présidentielle, le développement des mouvements civiques, le choix de l'Arménie d'adhérer à l'union douanière proposée par la Russie de Vladimir Poutine, plutôt qu'à la zone de libre-échange de l'union douanière. Nous allons pouvoir évoquer tous ces sujets aujourd'hui avec nos invités, les représentants de la presse, Varoujan Mardikian, rédacteur en chef de France-Arménie, bonjour. Bonjour. Jirair Cholakian, rédacteur en chef de Nor Harach, merci d'être avec nous ce matin. Nous n'avons pas pu avoir la présence des nouvelles d'Arménie, d'Arat Oranian, que nous regrettons, et nous parlerons économie avec Gérard Achian, économiste, qui nous parlera aussi bien de cette 22e année que des conséquences de cette décision de s'allier plutôt à cette union douanière proposée par la Russie que à l'Union européenne avec cet accord de zone de libre-échange. Première question, avant de rappeler dès le départ à nos auditeurs qu'ils pourront à partir de 11h nous appeler au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74, ou nous écrire à réagir@radio-ipfm.com durant l'émission ou à partir de 11h. Et nous, si vous désirez pas vous exprimer à l'antenne, ce que nous souhaitons, en tout cas vous pouvez nous écrire et nous transmettrons vos questions ou vos opinions à nos auditeurs et à nos invités. Alors, première question, c'est d'abord, avant de rentrer au fond et dans le fond des sujets, Varoujan Mardikian, Gérard Cholakian et Gérard Achian, qu'est-ce qui vous a marqué en cette 22e année d'indépendance? Varoujan Mardikian. Alors, bonjour d'abord aux auditeurs. Qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui nous a marqué durant cette 22e année d'indépendance? Comme chaque année, il y a énormément d'événements qui nous secouent, qui enrichissent l'actualité arménienne à tous les niveaux. Bon, si on essayait de dégager 2-3 événements dans la liste qu'on pourrait faire, moi je dirais d'abord l'élection présidentielle sur un plan politique, parce que une fois de plus, je crois qu'on a eu, si on faisait un calcul, on a eu une douzaine d'élections nationales, présidentielles et législatives comprises depuis l'indépendance. Une fois de plus, on a pu constater à travers les fraudes, à travers tout ce qu'on sait, qu'on répète à longueur d'année, à longueur d'élections, qu'il est impossible pour l'instant de réaliser l'alternance démocratique par les urnes. Et quelque part, c'est hautement dommageable pour la encore jeune
démocratie arménienne. Donc ça, c'est le regret. Le regret, et en même temps, regret d'abord par rapport aux faits, qui se répètent, mais regret aussi du point de vue de l'analyse, parce que nous qui sommes des observateurs de la vie politique et de la vie arménienne en général, on se retrouve contraints, par la force des choses, à chaque fois qu'il y a une élection, j'ai bien dit 11 ou 12 élections nationales depuis l'indépendance, de répéter toujours les mêmes choses. Et j'essaye de me placer du point de vue de l'auditeur qui nous écoute, ça doit être lassant à force d'entendre toujours ces bilans assez catastrophiques du point de vue de... De toute façon, nous allons approfondir ce sujet concernant Bien entendu. Les élections. Je dirais un autre fait marquant. Un autre fait marquant, oui. D'ailleurs, vous l'avez souligné, Vartan, dans votre propos introductif. C'est, comment on va appeler ça ? Tout ce qui concerne l'actualité de la fameuse union douanière et autour des pressions qu'exerce la Russie sur l'Arménie, d'une part, qui ne sont pas nouvelles, parce que là, Serge Sarkissian, le 3 septembre, a annoncé sa décision d'adhérer à l'union douanière, mais cette affaire, quand on suit l'actualité arménienne, ces pressions de la Russie durent depuis un an et demi. Alors, pour vous, Gérard Cholakian. Juste d'un mot pour terminer là-dessus, ce qui m'a marqué, c'est pas seulement les pressions de la Russie, c'est le fait qu'une fois de plus, comme dans beaucoup de phases décisives de notre histoire, l'Arménie se retrouve confrontée à un dilemme. Alors, la Russie ou l'Union européenne. Ce sujet. C'est juste ce que je voulais dire en propos introductif. Alors, juste les faits qui vous ont marqué, Gérard Cholakian. Après, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Ouais, moi, je me situe en tant que journaliste de la diaspora. Donc, je pense que ce qui m'a marqué, c'est cet espoir qui est né avec l'effondrement de l'URSS et la constitution de la République d'Arménie. Ça, c'est le fait le plus marquant qu'aujourd'hui, après tant de siècles d'occupation et de tribulations, de catastrophes et de domination, nous avons actuellement quand même un pays, une république. C'est quand même un fait marquant. La deuxième chose, c'est naturellement le comité, l'espoir aussi qui était né avec le comité du Karabakh, de l'indépendance du Haut-Karabakh, et la guerre qui a sévi et puis finalement qui a été couronnée par une victoire, mais victoire qui pose beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas définitive. Il n'y a pas un traité de paix qui est signé. Alors ça, vous avez bien eu raison de revenir à la première année de l'indépendance. Alors, Gérard Hachian, par rapport à cette année, qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, d'abord, bonjour à tous. Plusieurs points m'ont marqué. Évidemment, l'élection du président de la République, avec tout ce que cela comporte et que Baroujan a signalé tout à l'heure. Au niveau plus économique, puisque je fais l'économiste de service aujourd'hui, la faillite de la compagnie d'aviation Armavia. Vous imaginez une compagnie nationale qui fait faillite, mais qui n'était pas nationale en fait, qui appartenait à une personne. C'est ça le problème aussi. Donc ça ouvre la porte à un certain nombre d'interrogations. Ensuite, quelque chose de positif, ce sont les bonnes performances de l'agriculture qui ont permis des exportations importantes, en particulier vers la Russie et les pays de la zone. Ensuite, le problème de Carrefour, le supermarché Carrefour qui a voulu s'installer, qui a eu des résistances à son installation, c'est important. Parce que si on essaie d'examiner la chose, la présence de Carrefour pourrait ouvrir la porte à des succès au niveau de la production et de l'exportation. Peut-être aura-t-on le temps de revenir. On va parler d'économie. Donc, essayons d'entrer dans le vif du sujet, surtout sur ce qui concerne la démocratie en Arménie. Évidemment, on va parler de l'élection présidentielle parce que c'était une date importante, une étape importante.
La démocratie, en 22 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire? Quelle démocratie a-t-on aujourd'hui? C'est vrai, il y a des élections. Bon, écoutez, on n'est pas le seul pays qui passe des élections avec des fraudes. Alors, les Arméniens d'Arménie nous diront aujourd'hui, regardez l'UMP, par exemple. Donc, voilà. Est-ce qu'on avance quand même? Est-ce que la démocratie qui est en faillite pour certains, c'est aussi grave que ça? Est-ce qu'on n'a pas d'autres soucis dans ce pays concernant la sécurité? Je pose des questions. Varouja Mardikian. Oui, alors c'est une vaste question, Vartan, que vous posez là. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour essayer de dégager des pistes de réflexion autour de votre question. D'abord, la démocratie en tant que telle, on peut se demander comment qualifier le régime, par exemple, aujourd'hui, pour essayer de dégager un début de réponse. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Oui. Bon, certes, il y a des avancées. Il y a eu des avancées, c'est évident. On va pas non plus les nier pour pas donner un bilan trop négatif qui ne correspondrait pas à la réalité. Il y a eu des avancées au niveau des libertés sur pas mal de domaines. On va pas rentrer dans les détails. On en parle abondamment à longueur d'année. Simplement, à travers les quelques restrictions importantes que subissent les libertés, j'ai envie de dire. On n'est pas vraiment au stade, et c'est normal, d'une démocratie telle qu'on l'entend ici, ça c'est évident. On n'est pas non plus, faut pas noircir le tableau démesurément, au stade d'une dictature. On ne peut pas comparer, parce qu'il faut essayer de voir les choses dans l'ensemble, dans l'espace ex-soviétique. On ne peut pas comparer l'Arménie, pour des raisons évidentes, aux dictatures d'Asie centrale. Donc l'Arménie se situe peut-être à mi-chemin entre la démocratie telle qu'on la connaît ou telle qu'on la rêve, on va dire, et les régimes totalitaires qui n'ont pas encore trop évolué dans l'espace ex-soviétique depuis l'indépendance de 1991. La question est de savoir si, pour l'Arménie, Gérard Cholakian, est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux? Parce qu'il y a un contexte, il y a un environnement, il y a des mentalités, il y a des corrélations entre le business et la politique. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut espérer, évidemment. Je pense que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait une indépendance. Le pays n'est pas indépendant dans le sens où il n'est pas indépendant économiquement et il n'est pas indépendante, elle est dépendante militairement de l'extérieur, c'est des grandes puissances. Et comme c'était une petite république de l'Union soviétique, donc quand elle a pris l'indépendance par défaut, parce qu'il y a eu l'effondrement de l'URSS, donc tous les pays sont devenus indépendants. Mais il n'a pas les bases nécessaires, ni intellectuellement, ni culturellement, ni matériellement pour devenir indépendant. Donc naturellement, la démocratie nécessite quand même un développement, une société civile, des revenus, un niveau de richesse du pays, de la population qui permettrait et qui créerait ce contre-pouvoir contre le pouvoir de l'État pour imposer la démocratie. Donc il n'y a pas cette résistance et je pense que personne n'en veut de la démocratie. Tout le monde parle de la démocratie parce que ça rapporte financièrement, ça permettrait d'obtenir des subventions pour développer telle ou telle partie du pays. Mais en tout cas, quand vous dites que personne ne veut de la démocratie, vous voulez dire les dirigeants d'Arménie? Ben oui, bien sûr. Ça les arrange quand il n'y a pas de démocratie. Et pourtant, on a l'impression que, oui, vous avez raison, tout le monde parle de démocratie. Oui, mais personne ne l'applique. C'est parce qu'il n'y a pas les contre-pouvoirs, il n'y a pas la résistance nécessaire. Soyons précis, parce que quand on dit personne ne l'applique, c'est un peu dangereux de le dire cru comme ça. On a l'impression qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Alors, justement, qu'est-ce qui sépare la démocratie de la non-démocratie? C'est très important parce que finalement, pendant 70 ans, on a rêvé de l'indépendance et pour avoir non seulement un pays indépendant, mais libre aussi. Donc, après, oui, pour essayer de répondre à votre question, Valtin, et prolonger en même temps ce qu'a dit Gilles, et notamment au début de son intervention,
On a souligné, il a souligné d'ailleurs lui-même, le rapport de collusion entre les milieux d'affaires et politiques. Ça, c'est quelque chose qui est une forme de gangrène par rapport à l'expansion possible et souhaitable de la démocratie. On sait très très bien que tous les milieux, tous les businessmen d'Arménie sont liés aux politiques et vice-versa. C'est une collusion, j'allais dire, structurelle depuis 20 ans. Et là, comment peut-on parler de démocratie à partir de là, sachant en plus que ces milieux d'affaires, ces oligarques, comme on les appelle, sont liés à la Russie, structurellement aussi pour une bonne partie d'entre eux. Quand on sait que la Russie c'est je sais plus combien de milliers d'hommes, 4 ou 5 000 hommes massés à la frontière arméno-turque, et qu'il y a un pacte de défense qui assure, il faut quand même le dire aussi en même temps aux auditeurs, qui assure la sécurité physique de l'Arménie depuis 20 ans, renouvelable jusqu'en 2044, je crois. À partir de là, quand on met tous ces facteurs bout à bout, plus la volonté réaffirmée clairement de Poutine de réinstaurer une forme de future URSS, je sais pas comment la dire, quand on met ces facteurs bout à bout, comme déjà la démocratie au niveau des rapports entre les dirigeants et la société civile a quand même du mal à prendre un certain essor, quand on rajoute le facteur collusion économie et politique, c'est difficile d'envisager le développement d'une démocratie. Et je voudrais juste rajouter une chose. On entendait souvent, on entend encore de ci, de là, des propos qui disent à peu près ceci en substance. Oh, mais ça fait 20 ans. Bon, ça fait 22 maintenant, mais on va dire ça fait 2 décennies. C'est normal qu'il faille attendre un certain temps avant que les choses se fassent. Oui et non. Bien sûr que ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut pas croire que le temps agit mécaniquement, positivement sur les choses. Ce qu'on dit, c'est pour ça que je disais par rapport aux élections, c'est lassant de répéter la même chose. Rien ne dit que dans 10 ans, on sera pas là pour répéter encore les mêmes choses. Gérard Hachian, par rapport justement à la démocratisation de l'Arménie et ce lien avec l'économie, ou plutôt le business. Évidemment, tout ce que mes collègues présents ici ont dit, et je suis absolument d'accord, mais je pense qu'il faudrait faire une distinction entre la compréhension de la démocratie, de l'idée de la démocratie en Occident et dans la région qui nous préoccupe aujourd'hui, l'Arménie en particulier. C'est le résultat de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, pour certains, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un pas vers la démocratie. Certainement, par rapport à ce que les habitants de l'Arménie ont connu durant les 70 ans. Mais quand même, il y a une évolution. Je prends un petit exemple. Vous savez qu'en août, il y a eu une augmentation des prix des tickets de bus. À cette époque-là, j'étais là-bas. Et il y a eu des manifestations. Donc l'action de la société civile qui a permis de rebaisser le prix des tickets de 150 à 100. Donc le prix du ticket était à 100 drams, donc on avait augmenté à 150 et puis c'est revenu à 100. Alors momentanément. Momentanément, parce que les pressions reprennent. Mais attendez, parce qu'à l'époque, il y a eu un tel enthousiasme dans la population. Bon, j'étais dans un restaurant. Les voisins ont compris que nous venions de la diaspora. Nous étions de la diaspora. Et ils étaient tellement fiers de nous dire, vous voyez ce que notre jeunesse a pu faire. Et nous allons continuer dans cette voie-là, et nous allons arriver à récupérer des terres, etc., etc. Mais je leur dis, attendez, récupérer des terres n'est pas la même chose que faire baisser le prix des tickets de bus. Ce que je veux dire, qu'il y a une forte confiance dans la jeunesse et l'action de la jeunesse à ce niveau-là. Et puis, peut-être il faut se dire aussi que, comme Valojan l'a signalé tout à l'heure, le régime en Arménie n'est pas le même qu'en Azerbaïdjan, par exemple. Hein? Certes. Donc il faut mettre les choses au point, si vous voulez. Ou bien en Biélorussie. C'est ce que disait Valojan Mardi. Voilà, en Arménie, attention, on n'est pas dans une dictature. Voilà. On est dans un régime démocratique
où la démocratie ne fonctionne pas ou très comme peu. on le souhaiterait. Donc ça fonctionne quand ça dérange pas. À vrai dire, il faut peut-être signaler le fait qu'il y a des élections, le système existe, il y a des lois, parce que qu'est-ce qui fait qu'une démocratie ou un état de droit fonctionne, c'est qu'il y ait des lois et que les lois soient appliquées. Alors, chez nous, en Arménie, il y a des lois, mais le problème c'est qu'elles sont appliquées sur certains citoyens, pas sur d'autres. Il y a une sorte de... La justice ne fonctionne pas comme il faut, ou elle fonctionne pour certains et pas pour d'autres. C'est ça le malaise que nous vivons en Arménie. C'est le point qui gangrène le fonctionnement du pays, je pense. Si on arrivait à résoudre un tout petit peu ce point-là, on pourrait penser développement, on pourrait penser avancée économique, etc., etc. Parce que tout ça est lié. Je pense que l'action ou la présence des oligarques, la corruption, ce sont les principaux points sur lesquels il faut travailler, et non pas la démocratie. Oui. Si on travaille sur ces points-là, la démocratie viendra tout seul. On est d'accord. Tout est lié. Oui. Mais comment faire? Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que il faut se débarrasser de la corruption. Il faut se débarrasser des monopoles. On est d'accord. Mais comment faire? L'action civique. L'action civique, c'est-à-dire une action qui ne vient pas du pouvoir, qui vient du peuple, de la jeunesse. En particulier de la jeunesse. Voilà, je pense. De ce qu'il en reste de la jeunesse. Mais non, il faut pas exagérer aussi. Non, on n'exagère pas. Il y a 1 500 000 personnes qui, en 20 ans, sont parties. Donc, une grosse partie de la jeunesse. Je ne sais pas combien sont partis, combien sont restés. 900 000 selon les chiffres officiels de l'État. Bon, entre 900 000 et 1,5 million, quand même, il y a 600 000 de oui, quand même, on parle de plus d'1 million de départs. Toutes ces statistiques, je ne sais pas sur quelle base ils font ces statistiques. Sur les départs et les retours en Arménie. Je ne sais pas si c'est un calcul exact. Non, c'est un calcul exact. Si l'État donne des chiffres de 900 000 personnes donc parties pour toujours, il faut logiquement. Oui, certainement. Mais il y a beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a des estimations très. Mais malgré ça, il y a beaucoup de jeunes. Évidemment. C'est pas dans tous les cas ceux qui partent ne sont pas ceux qui auraient pu faire une action civique. C'est pas les mêmes. C'est pas sûr. Parce qu'ils ont leur raison de départ. Ce sont les gens qui sont à la périphérie, surtout qui sont à la périphérie de l'Arménie, qui sont proches des frontières, dans les villages, dans les petites villes, etc., etc. Bon, c'est pas ces gens-là qui vont faire. Alors, le mouvement. Pardon, excusez-moi. Non, je vais poser des questions parce que c'est difficile de répondre à cette question par une réponse univoque. Le mouvement civique, très bien. Vous avez eu raison, Gérard, de. Parce que j'ai vécu ça. Oui, mais c'est vrai, on l'a suivi, hein, et. Ça a l'air de rien, comme ça, le fait par la pression populaire, de faire baisser le prix des transports, mais c'est quand même un indicateur de l'évolution de la société civile, même s'il faut apporter un tempérament, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sur le fait que les pressions reprennent ces jours-ci, de la part des autorités, notamment d'Yerevan. Bon, bref, mais comme vous l'avez dit, Gérard, tout à l'heure. Oui, Girail, c'est parce qu'il y a 2 Girail autour de moi, alors je sais plus comment le dire pour que les auditeurs ne confondent pas les 2 Girail, pardon. Je disais, si on n'attaque pas les choses d'en haut, c'est-à-dire au niveau de la corruption, du lien des oligarques avec les milieux politiques, je ne vois pas, 20 ans après que nos chers dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont abondamment profité du système, je ne vois pas comment, même avec toute la bonne volonté de la jeunesse, certes il y a une jeunesse, c'est vrai, même avec toute la bonne volonté de la jeunesse, on arrive à renverser cette montagne. Je vois pas trop comment. Moi, j'ai pas dit qu'on pouvait renverser, c'est pas ça. Mais enfin, ce qui m'a frappé, si vous voulez. C'est exact, mais je ne vois pas comment ce système qui est bien huilé, il faut dire les choses, pourrait tomber, d'autant que la Russie verrouille tout. Alors, une des questions qui se posent, c'est ne faut-il pas petit à petit réussir, mais ce ne sont que des vœux pieux aujourd'hui, à faire en sorte que les États-Unis, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et d'autres arrivent petit à petit à
s'implanter en Arménie pour que les choses soient un petit peu mieux réparties. Alors justement, quand on parle c'est une question, c'est l'une des questions. On invite les autres à venir régler nos problèmes. Ça pose un problème d'abord philosophique et politique. Ça pose plusieurs problèmes parce que en même temps qu'on pose cette question, qui n'est qu'une question au stade actuel, on sait très très bien que la Russie est le garant de la sécurité de l'Arménie et je ne pense pas que ce soit les Européens ou les Américains qui soient capables de garantir la sécurité de l'Arménie pour des raisons assez évidente pour tout le monde. On va revenir à la question du choix entre l'union douanière et la zone de libre-échange européenne. On va pas parler de ça, juste une remarque indépendamment de ça. C'est la question de la sécurité physique de l'Arménie qui se pose d'un côté et la question de la démocratie de l'autre. C'est-à-dire que les deux, j'allais dire, les deux questions sont-elles compatibles? Dans quelle mesure les questions sont compatibles aujourd'hui? J'ai pas la réponse. N'y a-t-il pas un peu de cinéma là-dedans? Parce que on peut très bien imaginer qu'on puisse assurer la sécurité de l'Arménie, avoir une armée forte, solide, s'armer et avoir cette alliance aussi stratégique et militaire avec la Russie, tout en ayant une volonté interne, politique, de se débarrasser de ce fléau qui est les fraudes, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a vu que à la dernière élection présidentielle, un candidat a pu faire 37%. D'autres candidats se sont présentés. Et puis, au premier tour, Serge Sarkisian a été élu à 50%, avec 50% des voix. Alors, on se pose des questions. Est-ce que, tout le monde l'a dit aujourd'hui, je veux dire, soyons, disons des choses comme elles sont. Aujourd'hui, on a des doutes sur ces 57%, sur l'élection au premier tour. Au-delà des doutes, il y a des preuves sur comment l'élection s'est déroulée. Effectivement, il y a moins de preuves, et d'ailleurs les observateurs européens le disent aussi, on n'a rien vu de mal. Par contre, tout se passe avant les élections. Les 10 000 trams ou les 5 000 trams sont distribués, pas dans les bureaux de vote, mais ailleurs. Les gens qui accompagnent les habitants en les obligeant et en les surveillant pour voir pour qui ils votent, avec quel stylo, et etc., etc. Il y a des manœuvres qui sont pas visibles pour les observateurs européens. De plus en plus sophistiqués. Évidemment. Donc, est-ce que on peut imaginer que, comme vous le disiez, Varoujan Mardikian, est-ce que, Gérard Cholakian, on peut imaginer que ce régime peut changer? Est-ce que les habitudes, les pratiques électorales peuvent s'améliorer? Et pour arriver à quoi? Moi, en l'état actuel des choses, je me demande pourquoi changer. En tout cas, le système, il est bien huilé, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de résistance et de révolte à l'intérieur du pays, il y a la soupape de l'immigration est ouverte. Donc, sur ce plan-là, le système est bien pensé aussi. Tous ceux qui partent à l'étranger rapportent de l'argent. Ils subventionnent 40% du budget de l'État. Donc, je me demande, pour le pouvoir en place, du moment que il assure la sécurité du pays, c'est-à-dire que au niveau du conflit avec l'Azerbaïdjan, il arrive à résister avec l'aide de la Russie. Pour eux, c'est le seuil qu'il faut pas dépasser. C'est-à-dire que c'est la seule demandes qui sont exigences qui sont données. Qui? Le pouvoir ou le peuple? Le pouvoir. D'accord. Mais le pouvoir n'a rien à voir avec le peuple. Et même, je pense qu'au niveau, quand on parle de démocratie, c'est aussi une question de mentalité. Même au sein de la population, moi aussi j'ai visité plusieurs fois. Je pense que c'est juste une question de subsistance économique qui les intéresse. C'est-à-dire que si les pays, comme au temps des soviets, si ils arrivaient à vivre normalement, ils n'en demandent pas plus. Oui, parce qu'on est arrivé si bas, on est tombé si bas qu'aujourd'hui, faire vivre une famille, ça n'est vraiment pas possible dans certaines régions. Je dirais pas qu'il y a de la famine, mais il y a de la pauvreté extrême qui a monté parce que dans les années 2007, les chiffres étaient plus ou moins
positif dans le sens où il y avait 3% de pauvreté extrême, il y avait à peu près 20% de gens pauvres. Aujourd'hui, ça allait dans le bon sens. Ça allait dans le bon sens. Il y avait une évolution positive. Et depuis 2008-2009, à cause de la crise et à cause d'autres facteurs internes aussi, la pauvreté extrême est en évolution et progresse dans le mauvais sens. Alors, en ce qui concerne l'Arménie, il y a quand même une spécificité, l'Arménie, parce qu'elle a la diaspora. Et malheureusement, la diaspora non plus n'aide pas l'Arménie dans le sens d'une plus de démocratie. Il n'y a pas une exigence de la part de la diaspora pour demander des faveurs, enfin pour avoir des exigences démocratiques face à contre l'aide qu'elle fournit à l'État. Comment la diaspora peut avoir cette exigence? C'est-à-dire du moment que tous les pays occidentaux subventionnent l'État arménien, donnent des subventions contre des exigences démocratiques, des avancées dans la démocratie au sein de là. C'est ce que moi je lis. Oui, vous pouvez dire autrement la chose. Moi je dis, excusez-moi. Moi je dis que nous, en tant que diaspora, en tant qu'organisation diasporique, nous aussi, d'abord, de porter au sein même de l'organisation, de nos organisations en diaspora, c'est cette flamme, c'est ce désir de la démocratie, et puis d'avoir des exigences quand on fait un don par quelque moyen que ce soit, de demander, de faire quand même cette déclaration. Oui, mais Gérard Archian, il a raison. Comment faire? Est-ce que derrière au dos du chèque, on dit je vous donne 100 euros, mais à condition que vous fassiez des élections? Non, c'est pas au niveau individuel, mais au niveau des organisations, c'est quand il y a quand même des partis politiques qui sont engagés là-bas. Mais... Il y a des organisations humanitaires qui sont engagées là-bas. Et donc c'est de développer cette société civile. Mais vous savez que oui, l'argent récolté avec le fonds arménien à travers le monde tous les ans, les 10, 15, 20 millions de dollars, c'est du peanut par rapport à par rapport au budget de l'État, par rapport à toutes les aides qu'on reçoit. Ça n'est même pas le prix de la construction d'une route en Arménie. Donc ça, on est dans le symbolique. Un État ne joue pas avec 10 millions de dollars. On parle. Ça veut dire. C'est des milliards qu'il faut pour pouvoir avoir une influence. Si c'est une influence économique, oui, ou par l'économie. Par contre, vous avez raison, et on peut en parler. Comment la diaspora peut s'organiser pour faire la révolte de l'extérieur. Pas la révolte. Hein. C'est pas une question de révolte. De pression. Oui, c'est ça. C'est d'avoir des exigences et de mettre toujours, tout le temps en avant. Que faire? Dès qu'il y a un responsable politique ou le président de la République ou un ministre qui vient en France ou aux États-Unis, par exemple, en diaspora, que faire? On est silencieux. La première chose que vous avez dit, c'est très bien, c'est l'organisation. Dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette organisation dans la diaspora pour faire cette demande. Donc, il faut se poser la question aussi au niveau de nous-mêmes, ici. Hein. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que c'est très facile de demander au gouvernement arménien ou à la population de faire quelque chose. Mais nous, aussi, au niveau arménien de la diaspora, qui portons quand même ces valeurs et nous sommes confrontés tous les jours, même ici, au niveau de notre vie quotidienne, par l'effet de la démocratie, des libertés, comment nous, on peut aider l'Arménie à ce niveau-là en s'organisant, en faisant les demandes. Mais comment? Ça, donc ça reste une question. J'ai pas la réponse directe, parce qu'il n'y a pas de réponse directe, surtout dans l'état actuel des choses. Je vais pas jouer au poète. Ça va peut-être paraître cynique ce que je vais dire, mais la vie est souvent une histoire de rapport de force. Et pour que, en politique comme ailleurs d'ailleurs, comme dans les relations humaines, malheureusement. Et j'ai envie de dire, pour que la diaspora, puis je vais l'aborder sous cet angle, pour que la diaspora puisse peser en Arménie, par l'économie, par exemple, comme ce que vous disiez, Vartan, par d'autres moyens, le politique, etc., etc. Pour que la diaspora puisse peser, il faut qu'elle soit puissante. Et j'ai envie de dire, là encore, je vais pas être poète, à chacun sa gangrène. En Arménie, il y a la gangrène de la corruption. En diaspora, il y a la gangrène de l'assimilation. Ça veut dire que pour que la diaspora puisse peser en Arménie, il faut d'abord que la diaspora se structure, mais ce n'est pas qu'une question de structure à la base.
Il faut déjà que beaucoup plus d'Arméniens se sentent arméniens au départ. Et ça, c'est un travail sur l'identité qui se fait au jour le jour et sur le très long terme. On va pas déborder très longtemps là-dessus, mais c'était juste une remarque pour dire que quand les choses ne sont pas faites pendant des décennies, aujourd'hui, quand la question se pose, on paye le travail qui n'a pas été fait. Alors, nous allons parler aussi, Gérard Jean, pour compléter ce... Oui, et très cher. Je vais exactement dans le même sens, certainement, mais les élites économiques et politiques, en Arménie, ont un point de repère. Ce point de repère, c'est Moscou. Ça, il faut pas se leurrer. Leur point de repère n'est pas Paris, n'est pas Washington, n'est pas Bruxelles ou quoi que ce soit. Hein? Leur point de repère, c'est Moscou. Ce qui se passe à Moscou est répété exactement, copié-collé en Arménie. Donc aussi bien en économie que en politique. Donc je pense qu'il faut pas se leurrer là-dessus. La diaspora n'a pas son mot à dire dans ces choses-là. Tu as tout à fait raison, et je rajouterais, parce que tout à l'heure on l'a peut-être pas dit avec suffisamment de clarté, je sais plus. Certes, il y a le rapport de collusion entre les oligarques et les milieux d'affaires, mais clairement ça se traduit concrètement par le fait que tous les secteurs essentiels, stratégiques de l'économie arménienne sont aux mains des Russes. Et depuis 10 ou 15 ans, depuis le début certes, mais depuis la fin des années 90, début des années 2000, ça s'est accéléré, cette évolution, cette inflexion, encore plus pro-russe, s'est accélérée à une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur essentiel de l'économie arménienne qui échappe aux Russes. Alors, nous allons rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent, à partir de 11h, donc dans 2-3 minutes, commencer à nous appeler au 01 43 53 20 74, ou bien nous écrire à radio-hypefm.com, et nous relaterons évidemment vos opinions ou vos questions, nous les transmettrons. Et parlons maintenant de... rapidement, on l'a évoqué, cette jeunesse, enfin pas que les jeunes, parce que dans le mouvement civique que vous évoquiez tout à l'heure, il y a aussi des non-jeunes qui... Oui, évidemment, ça s'arrête pas à un âge. Voilà. Ceux qui sont jeunes par l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé réellement ? C'est vrai que c'est d'abord agréable de voir qu'on sort de ce silence, de cet état de peur, mais la peur continue, en tout cas l'intimidation continue, parce que on essaye de convoquer au commissariat les activistes, on rend visite à leur domicile pour mettre la pression sur les parents. Il se passe des choses aussi négatives toujours, mais cette jeunesse, elle est là, elle se mobilise, mais pour apporter quoi ? Est-ce qu'elle est organisée ? Qui est-ce qui la guide ? Est-ce qu'il y a un leader ? Comment ça se passe ? Gérard Cholakian. Alors, la jeunesse s'organise. Moi, je pense que au niveau l'Occident, enfin les pays occidentaux en général, ils favorisent cette montée, cette organisation de la société civique. En Arménie ? En Arménie, naturellement. C'est-à-dire qu'ils savent... Par quel biais ? Par des subventions, par des aides à la démocratie, au renouvellement de systèmes d'information, par des stages. Donc, ils ont quand même beaucoup de moyens, parce qu'il y a les ambassades qui ont aussi leur aile culturelle, et donc que ce soit au niveau de toutes les ambassades, en commençant par les États-Unis. Ils savent que le système est verrouillé, comme Gérard Astian l'a souligné, au niveau politique et militaire, le là est donné par la Russie. Mais ils savent d'autre part que le seul moyen, leur seule action est l'action sur la société, par la jeunesse. Donc eux, ils agissent par ce biais-là pour changer la donne et les orienter un peu en leur faveur. C'est la lecture que moi j'ai de l'extérieur.
Oui, mais quand même, ces jeunes sont en train, qu'on l'a vu avec le jardin, là, Mashtot, l'année dernière, ils ont obtenu une victoire quand même. Là, ils sont en train de manifester contre le réaménagement du marché fermé, qui est dans les mains d'un oligarque qui a des supermarchés et dont on dit qu'il est celui qui met des freins à l'entrée de Carrefour en Arménie. Il y a des actions comme ça, mais ça n'a rien à voir avec les jeux des puissances. C'est les jeunes veulent être maîtres de leur cité. Bien sûr que les jeunes veulent être et puis les révoltes de 68, même ici, donc il y a quand même la jeunesse, elle est un grand contre-pouvoir pour changer un peu la donne, pour avoir plus de démocratie, plus de liberté et plus de justice. Mais en tout cas, quel est leur moyen d'action? C'est ça qui est aujourd'hui, quand il y a la pauvreté qui guette, eux ils sont souvent diplômés, mais qui n'ont pas d'avenir et donc ils sont confrontés à un système très rigide. Et il faut que, naturellement, c'est leur pays, ils sont prêts à agir, mais il y a quand même, ils sont butés à ce régime, et c'est très, donc ils ont besoin d'aide. Et moi, je trouve que on leur donne cette aspiration à la démocratie, même les dirigeants en parlent. Même la Constitution, elle est inscrite ça. Mais pratiquement, ils sont seuls. Ils sont seuls. Et le seul pays ou les seules institutions qui les aident, c'est les puissances occidentales. Donc, avant de prendre l'appel de notre auditeur, Gérard Chian, pour terminer oui. sur cette partie-là. Non, ce que je voulais dire, c'est très bien ce que dit Gérard Cholakian. Mais cette action des ambassades des pays occidentaux n'est pas neutre. C'est pas pour le bien de l'Arménie ou de la jeunesse arménienne qu'il faut. Non. Mais c'est pas neutre. Pourquoi? Parce que ces pays veulent arracher l'Arménie de cette zone russe. Il a raison. C'est tout. C'est pas pour le bien de l'Arménie. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, mais c'est bien de le redire à nos auditeurs. De toute façon, on n'est pas en désaccord là-dessus. Mais pour donner un exemple de ce que vient de dire Gilles, faut quand même voir, et on va pas aborder le sujet maintenant, au sujet de l'union douanière entre l'Arménie et la Russie. Dans les négociations entre l'Europe, l'Arménie, la Russie, cette espèce de triangle entre les trois blocs, on va dire, ou pays, on a eu des informations selon lesquelles, dans les négociations arméno-européennes, l'Europe suggérait que la Russie sorte ses 4 ou 5 000 hommes de la frontière arméno-turque. Mais faut pas rêver. Si l'Europe espère qu'en suggérant cela, la Russie quitte la frontière arméno-turque, mais ce n'est même pas on n'en est même pas au stade du vœu pieux. Faut pas oublier une chose, et j'en terminerai par là, que pour la Russie, l'Arménie, c'est un pion absolument essentiel. C'est le pion qui, au niveau géopolitique, permet la jonction Est-Ouest, permet la jonction Nord-Sud et Europe-Asie, quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on écoutait les officiels russes, et c'est pas une interprétation ce que je vais vous dire, hein, c'est une pure citation. Lorsqu'on écoutait les officiels russes il y a quelques années parler de l'Arménie, ils disaient, je cite, en tant que poste avancé de la Russie dans le Sud-Caucase, l'Arménie est plus importante pour nous, Russes, qu'Israël ne l'est pour les Américains. Fin de citation. Donc, nous passons aux appels des auditeurs et nous prenons le premier appel. Allô? Allô? C'est à vous. Bonjour, messieurs. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre débat. C'était intéressant, mais voilà. Ça fait presque depuis 1965, je suis tous les événements, tout ce qui se passe, les manifestations, les 24 avril, et c'est là. Le mot a été lâché tout à l'heure, organisation. Organisation, moi je pense que dans le diaspora, n'existe pas dans notre vocabulaire. Je suis désolé, je suis dur, et je pense qu'un jour on aura un bon leader, qu'on appelle ça un dictateur ou un démocrate, parce que les deux lettres commencent par D,
qu'on puisse sortir de comment dirais-je, de cet enfer et faire une organisation, qu'on soit derrière ce leader, comme un seul homme, qu'on puisse faire quelque chose. Voilà, de positif. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Et c'est vrai que tout le monde se plaint de la mauvaise gestion de la diaspora, le fait de ne pas avoir une vraie vision. Ce problème existe. Donc l'auditeur le souligne à son tour. Nous avons un deuxième appel. Allô ? Allô ? Allô, je vous entends pas. Nous vous entendons. Je vous entends pas très bien, moi, en tout cas. Alors, la parole est à vous, vous pouvez parler. Oui, écoutez, je crois que je vais dire à peu près la même chose que le précédent auditeur. Je crois que la diaspora a son mot à dire. Les Juifs le font bien face à Israël, sans hésiter. Il faut que la voix de la diaspora apparaisse et que le silence de notre diaspora se fasse entendre, que les contestataires savent qu'on les soutient. Mais il n'y a rien de tout ça. Nous faisons que le 24 avril et quelques réflexions sur les gens qui font du négationnisme. Il faut aider aussi l'Arménie. Les pauvres Arméniens qui ne peuvent rien faire dans leur pays, ils sont enchaînés. Alors nous, on devrait ramener notre fraise. Parler, gueuler, ne pas être content, comme on l'a fait face au président Sarkissian quand il est venu à Paris sur la stèle de Komitas, sur la statue de Komitas, il a été sifflé. Vous croyez que ça lui a pas fait mal? Merci pour Alors votre bougez appel. donc un peu les gens qui sont de la haute responsabilité de la diaspora arménienne. Vous ne faites rien, vous ne faites que de bavarder. Il faut quand même une organisation qui puisse contredire la façon dont le gouvernement arménien se porte. Je suis allé en 2005 en Arménie, c'était honteux de voir les malheureuses vieilles personnes et les gens malheureux comme ils étaient dans les campagnes. Merci. Merci à vous. C'est un cri de colère justifié. On va y revenir. Mais que faire? Qui va faire quoi? C'est ça la question que. Je pense que dorénavant, toutes les organisations, anciennes ou nouvelles en diaspora, doivent organiser des tables rondes et réfléchir à ce sujet. Et uniquement à ce sujet. Parce qu'on n'a pas de réponse. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de réponse. Comment faire? Donc, je pense que c'est un point clé pour les 10, 20 ou 30 ans à venir. Vu les obstacles, effectivement, il n'y a pas de réponse qui sortirait d'un chapeau. Il n'y a pas de réponse. Comme ça, c'est Écoutez, pas possible. monsieur disait, on a organisé des manifestations lors de la venue de Sarkissian à Paris. Mais qu'est-ce que ça a fait? Quel effet ça a donné? Là, par contre, vraiment, cette manifestation, je peux vous assurer, celle-là en particulier, a eu l'effet d'une bombe. Parce que le lendemain, il a été accueilli de la même manière aux États-Unis par les Arméniens. Le surlendemain, au Liban, il a été accueilli de la même manière. Quelques jours après, et moi, il se trouve que je suis arrivé à Yerevan le soir d'une manifestation où il y avait à peu près 35 000 personnes qui allaient du centre-ville jusqu'à Zizernagapet. Et tout ce qui a suivi derrière, tout un mouvement qui a commencé, on peut le dire, par Paris. Et après, on a pu, en quelque sorte, arrêter, regardez le discours le 10 octobre 2010 de Serge Sarkissian, où il a changé de discours face au protocole qui devait être signé ce jour-là. Ensuite, 3 mois après, la Cour constitutionnelle qui prend la décision pour dire que voilà l'interprétation arménienne des protocoles, des choses qui sont inscrites dans la constitution arménienne. Donc, rien que pour dire que cette manifestation, et voilà la preuve qu'on peut faire des choses, oui, cette manifestation a pu être un déclencheur pour une suite d'actions qui ont abouti jusqu'à aujourd'hui et qui ont sauvé l'Arménie d'une signature honteuse. Vous avez raison de souligner ceci, mais ce que je veux dire, une manifestation pour ou contre cet accord avec l'union douanière, pour ou contre l'union douanière qui se fait à Paris, en quoi ça va influencer la décision de Sarkissian ou du gouvernement? Non, le sujet de l'auditeur, c'était pas forcément sur le choix entre l'Union soviétique, entre la Russie et l'Union européenne, mais contre le régime ou contre
la non-application de la démocratie telle qu'on l'entend, tel que le monde démocratique l'entend en Arménie. C'est ça le sujet. Excusez-moi. Donc, nous parlons essentiellement maintenant de la société civile, mais voyons aussi quels sont les autres contre-pouvoirs pour développer un peu la résistance ou la réflexion à ce niveau-là. Donc, il y a bien la presse. Donc, au niveau de la presse, on peut dire qu'il y a des avancées en Arménie qui sont importantes. La presse, elle peut discuter de tout sujet, elle peut critiquer tout. On dit qu'elle est verrouillée ou il y a des manipulations par derrière, mais en tout cas, on voit que la presse, elle peut s'exprimer. Donc ça, c'est important, un point clé. Deuxièmement, c'est les intellectuels. Donc là, la voix des intellectuels, nous, on les entend pas. Il y a pas, et puis parmi ces intellectuels, il n'y a pas un leader ou quelqu'un qui rassemblerait le peuple derrière lui par sa hauteur de vue, par sa moralité. Oui, c'est ça. Et troisièmement, c'est par exemple, on prend l'Église. Elle est aujourd'hui dans un état catastrophique du fait qu'il y a une collision entre l'Église, le chef de l'Église, le catholicos, donc Karekin II, et le pouvoir en place. Troisièmement, peut-être la vie culturelle. Hein. Là aussi, je pense que on le sent pas, on sent pas une avancée. Tout ce qui est présenté au niveau de la vie culturelle, c'est plutôt des expositions de vitrines. Pour faire beau. De l'événementiel. Voilà. Mais il y a rien qui travaille la société de l'intérieur, pour avoir une vision critique de la situation. Qu'est-ce qui reste comme compte? Donc, on a parlé de la diaspora, effectivement, le CCAF, ou enfin, il y a des sociétés, il y a des organisations qui représentatives, donc, de la diaspora, de chaque pays, qui peuvent prendre une décision, enfin, une position, une posture, mais ils l'ont pas parce que ils n'ont pas les moyens. Ils sont pas organisés à un niveau pour avoir ce courage. Pourquoi? Parce que même en diaspora, il n'y a pas cette réflexion sur la démocratie, les libertés en Arménie. Chacun se plaint, mais comme Gérard Chian dit, au sein des organisations même, il n'y a pas ce débat. Il n'y a pas un débat public concernant les libertés en Arménie et les moyens de réagir. Juste une toute petite réflexion qui m'est venue à l'instant même. Est-ce que ces organisations de la diaspora ne sont pas manipulées aussi? Oui, effectivement. C'est la question qu'on se pose. Peut-être. Oui, mais là, il faut prendre des organisations une par une pour voir qui est manipulé. Je sais pas, en gros, donc, voilà, justement, c'est une question qui ne vient pas d'une réflexion, mais là, le problème, c'est que si on prend en gros, c'est une accusation très, très forte et qui, je ne sais pas, je me pose la question. Voilà, qui est pour certains inadmissible, mais vous avez bien raison de le souligner parce que il faut garder par rapport à l'Arménie et par rapport, au pouvoir en Arménie, non pas à l'Arménie, une certaine distance pour avoir cette liberté d'action, de réflexion et d'influence que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, on va parler de ce grand dossier qui est le choix entre l'union douanière qui est proposée par Vladimir Poutine et ces négociations qui ont quand même duré 3 années, des négociations assez fortes et très approfondies, puisqu'on nous dit, avec l'Union européenne, l'Arménie a bouclé tous les chapitres qui lui sont proposés, contrairement à d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, pour ne citer que celui-ci. Alors, pourquoi, au final, quand la date de la pré-signature s'approchait, d'un seul coup, le 3 septembre, Serge Sarkian a décidé de rejoindre, en tout cas de déclarer qu'il voulait rejoindre l'union douanière. Barjan Mardikian. J'ai envie de dire, vous savez quoi? Tonton Poutine a montré ses biceps, et puis le fils du tuteur, le tuteur c'est la Russie, n'a eu qu'à bien se tenir. Alors, ça rejoint en clair tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. Les pressions croissantes de la Russie pour l'adhésion de l'Arménie à l'Union douanière. Quelle pression? Ce sont des pressions politiques de tous ordres, depuis des mois, voire 1 an, 2 ans.
notamment sur l'affaire du gaz. On a vu que le gaz avait brusquement augmenté il y a quelques mois, et on a très vite compris, à travers les informations qu'on recevait, les recoupements qu'on faisait, que cette affaire du prix du gaz, de la subvention pour compenser l'augmentation du prix du gaz en Arménie, était un moyen de pression, un chantage, appelons un chat, un chantage pour pousser l'Arménie à adhérer à l'union douanière et à s'écarter de l'accord d'association avec l'Union européenne. Encore une fois, quand tous les milieux d'affaires qui sont en collusion avec les milieux politiques sont liés à Moscou, quand la sécurité de l'Arménie est liée, pas essentiellement, totalement à Moscou, aussi bien au niveau de la frontière arméno-turque que de l'adhésion de l'Arménie au traité de sécurité collective, qui est une sorte de mini contre-OTAN dans la zone ex-soviétique. Quand tous les secteurs stratégiques de l'économie arménienne sont aux mains des Russes, comme on l'a dit tout à l'heure, l'accord d'association devait être signé en principe fin novembre à Vilnius. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ça tombe comme ça d'un seul coup, début septembre, le 3 je crois, alors que les négociations, les pressions, etc., durent depuis 1 an ou 2 ans. Ils pouvaient pas attendre les Russes, ils pouvaient pas plutôt précédemment pousser l'Arménie, si on va le dire les choses comme ça, à annoncer cette adhésion à l'union douanière. Mais j'ai envie de dire, en élargissant le propos, vous savez, en géopolitique, il y a un concept qui s'appelle l'arc de crise. L'arc de crise, c'est quoi? Concrètement, pour ce qui nous concerne, les Arméniens. C'est le concept qui veut qu'il y a 3 régions du monde qui sont interconnectées. C'est-à-dire, quand il y a une crise dans l'une, ça a des incidences sur les autres. Automatiquement, tôt ou tard. Ces 3 régions, ce sont les Balkans, d'un côté, l'ensemble Caucase, Asie centrale de l'autre, et le Moyen-Orient. Alors moi, j'ai remarqué une chose. Je suis à peu près sûr que de toute façon, entre aujourd'hui ou entre le début septembre et le 29 novembre, la Russie aurait obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'annonce par l'Arménie de l'adhésion à l'union douanière. Mais vous n'avez pas remarqué un fait étrange, c'est que l'annonce tombe le 3 septembre, c'est-à-dire en pleine crise syrienne. En pleine crise syrienne, durant laquelle, encore une fois, tonton Poutine a montré ses biceps jusqu'à faire taire Obama ou jusqu'à faire reculer Obama. Alors si tonton Poutine arrive à faire reculer Obama, je vois pas comment Serge Sarkissian pourrait faire autrement que d'accepter cette adhésion à l'union douanière et de l'annoncer. Le fait que l'annonce se fasse le 3 septembre, pas qu'elle se fasse, mais qu'elle se fasse le 3 septembre, c'est un message envoyé au monde par Poutine, en disant il y a certaines chasses gardées, il y a certains endroits du monde où c'est chez moi, et même Obama, tout Obama qu'il est, il pourra pas faire ce qu'il veut là-bas. Autrement dit, la notion d'arc de crise, c'est il se passe quelque chose en Syrie, paf, l'effet collatéral en Arménie, on l'a tout de suite, avec l'annonce de Serge Sarkissian. Alors, puisque nous donnons la priorité à nos auditeurs, nous allons prendre un nouvel appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Paracès. Rametsek. Շանթ Ոսկերյանը խոսողը Փարիզի հայկական վերածնունդի ներկայացուցիչ է։ Կուզեմ ասել, թե այսօր արդյոք ով ունի հավես դոնելու համար Հայաստանի 22-րդ դարեցարցը անկախության։ Այսինքն մենք դարիներ շարունակ սփյուռքի մեջ բորացինք, գանչեցինք ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստան, եւ այս էր մեր ուզած Հայաստանը։ Այս էր Հայաստանը, որ 22 տարվան ընթացքին, ինչպես որ ասեցիք, 1.5 միլիոն մարդ երգիրեն դուրս կացած է։ Այսինքն մեր իբրև թե ղեկավարներու կողմէ կորզատրված 3 նախագահներու կողմէ կորզատրված ցեղասպանություն է մեր ժողովրդին հանդեպ։ Բայց այսօր մեջ նաև սփյուռքը իր հանցանքը ունի։ Ինչու՞։ Որովհետև 22 տարի է մենք չենք պայքարում Հայաստանի մեջ դեղի ունեցած ընդրագեղձիկների եւ չնդրված 3 նախագահների թեմ։ Այլևս մինչեւ երբ պիտի շարունակենք, մինչեւ երբ պիտի հյուրասիրենք նախագահը կամ արտգործնախարարը, չգիտեմ ինչ սփյուռքի մեջ իրենց արժեվը գարմիր կորկ բրելով։ Հերիք է, պետք է սփյուռքը ըմբռնում ունենա, թե միայն իր ցայներով է որ թերևս կարողանա Հայաստանի մեջ համագարկի փոփոխություն ստեղծել։ Պետք է սփյուռքը ոտքի ելնա, քանի Հայաստանի այսպես կոչված վարչագարկի անդամները
վստահ եմ որ ավելի ուշադրություն գնեն սպյուրքեն երացայինին, քան թե Հայաստանի մեջի փոփոխությունն։ Շնորհակալություն. Donc, en 2 mots, notre auditeur dit, encore une fois, pourquoi, depuis 22 ans, la diaspora ne s'est pas mobilisée pour faire face et rejeter, protester contre l'élection des 3 présidents que nous avons eus en Arménie. Donc, Gérard Tcholakan, vous vouliez répondre? Je voulais juste dire réagir. Réagir. Non, d'avoir s'il y a une question derrière qui animerait un peu le débat, c'est finalement il vient souligner ce que nous disons depuis le début. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'en ce qui concerne la zone douanière, enfin l'union douanière et la zone de libre-échange. Donc, le choix de l'État arménien n'avait pas un choix. Mais en tout cas, il avait intérêt à négocier avec ces 2 partenaires, disons partenaires, on peut dire, donc ces 2 puissances, en sachant bien que finalement c'est la Russie qui dicte les rapports de force et ses intérêts. Mais c'est très important pour l'Arménie de négocier avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est un vache à lait important. Alors, il faut tout simplement dire qu'il y avait 2 dossiers en cours avec l'Union européenne. D'un côté, l'accord d'association qui inclut, et c'est là-dessus que l'Arménie mettait beaucoup l'accent, ce sont des chapitres qui sont pas forcément économiques, mais c'est ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire la démocratisation, les réformes. L'Union européenne dit, si vous appliquez ces réformes-là, si vous appliquez et vous mettez en exécution ces chapitres-là, à ce moment, nous pouvons passer à l'étape supérieure, et c'est là qu'il devait y avoir ce que vous appeliez tout à l'heure l'argent qui allait tomber sur l'Arménie. Et d'ailleurs, selon Gérard Hachian, vous pouvez nous en dire davantage. Quels seraient justement les bénéfices économiques de l'alliance plutôt avec l'Union européenne que avec si vous voulez, avant ça, j'aurais 2 remarques, s'il vous plaît. D'abord, on a dit que la décision d'adhérer à l'union douanière avec la Russie est tombée d'un coup. Cette décision n'est pas tombée d'un coup. J'ai pas dit ça, j'ai dit l'annonce. Non, mais les gens généralement, c'est pas ce que c'est pas en réponse à ce que tu disais. Mais les gens ne sont pas conscients que des négociations ont commencé en 2011. Avec la Russie. Oui. Avec la Russie. Donc D'ailleurs, pour compléter le tableau, on vient d'apprendre que le Premier ministre arménien, il y a quelques temps déjà, a mis en place une commission secrète, personne n'en savait, on vient d'en savoir un peu ces jours-ci, une commission qui négociait justement avec la Russie cette adhésion à l'union douanière. Donc cela veut dire qu'avec l'Union européenne, les choses se passaient d'une manière donc c'était à la connaissance et à la portée de tout le monde. Enfin, plus ou moins. Voilà. Plus ou moins. Non, mais je parle pas du contenu de l'accord dont on ne savait pas grand-chose. Il faut dire aussi. Voilà. Mais les négociations étaient ouvertes et non secrètes. Par contre, avec la Russie, on vient d'apprendre que parallèlement, il y avait il y avait des négociations parce que l'Arménie avait participé en 2011 à une réunion de la CEI où on a parlé de libre-échange et que l'année d'après, le Parlement arménien a ratifié pas l'accord, mais ces négociations. En 2012, il y a eu un groupe de travail qui a été créé en 2012, pas aujourd'hui, donc comme vous disiez, pour assurer les chances d'accession à cette union douanière. À la fin de l'année, le 21 décembre 2012, le président Sarkissian a parlé à la télévision russe pour dire que annoncer cette évolution. Et le 10 avril 2013, un mémorandum a été signé par le président lors de la présence en Arménie du président de la Commission économique eurasienne. Ça, c'était le tournant, ça. Donc c'est un mémorandum, en fait. En fait, la décision
ou l'annonce de la décision le 3 septembre, c'est la prolongation ou la conclusion de tout ça. Voilà. Donc, et que on n'en parlait pas, la presse n'en parlait pas, on ne parlait que des négociations avec l'Union européenne. Là, donc, avec les négociations avec la Russie n'étaient pas connues, ou le document n'était pas connu, le document des négociations avec l'Union européenne n'était pas connu aussi. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Et en particulier au niveau sécuritaire, ce que Varoujan a signalé tout à l'heure, au niveau donc de la présence des gardes russes sur la frontière, et au niveau du Karabakh aussi. Oui, évidemment. Alors, il me semble que nous avons un auditeur en ligne. Nous allons prendre notre auditeur et puis nous allons poursuivre cette discussion. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Écoutez, moi simplement, je voudrais vous dire, Tchétchékian l'appareil, je voudrais simplement vous dire que, est-ce que l'Arménie a le choix ? Parce qu'on parle toujours Europe, Union douanière, mais l'Arménie n'a pas le choix. Ce qui compte, c'est sa sécurité. Et sa sécurité, c'est les troupes des Russes en Arménie. Est-ce que vous croyez que l'Europe bougera un seul doigt si un jour l'Arménie est attaquée? Pas du tout. Donc il n'a pas le choix, il est obligé d'obéir aux Russes. Et tous les intérêts des Russes sont en Arménie. Donc on ne peut pas choisir. Il n'a pas le choix, il a fait le meilleur choix. Maintenant, je vais vous dire une phrase de Khrouchtchev. La Russie est un ours. Quand un ours s'assoit, il ne bouge plus. C'est une phrase que j'ai entendue de la bouche de Khrouchtchev. Voilà. Donc, merci, on peut toujours discuter Europe, on peut toujours discuter Union douanière. Pour l'instant, l'Arménie n'a pas le choix. Merci, messieurs. Merci à vous. Vous avez absolument nous allons arriver à ce point très important concernant la sécurité, mais aussi le Ralapar. Alors, juste une remarque à nos auditeurs que les appels téléphoniques sont arrêtés puisqu'on arrive presque à la fin de cette émission. Et pour dire que, est-ce que le fait que la Russie ait vendu à hauteur de $1 milliard des armes à l'Azerbaïdjan, c'était une opération commerciale parce que la Russie aujourd'hui, elle aussi, $1 milliard, c'est pas mal, c'est un gros montant et c'est un pays qui vit avec du gaz, du pétrole et puis de la vente d'armes. Donc c'est une industrie qui doit bouger. Mais est-ce que c'était en même temps une pression sur l'Arménie pour dire que si vous rejoignez l'Union européenne, sachez que j'ai encore $3 milliards de contrats avec l'Azerbaïdjan que je vais respecter et que je vais leur vendre du matériel très lourd. On nous parle d'une arme très sophistiquée qui est capable de faire des dégâts extraordinaires en cas d'utilisation. Oui, pardon. C'est évident. Tout à l'heure, on a dit, je sais plus qui, c'était moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, que les pressions étaient de différentes sortes, de différentes natures. Il y a eu la pression ces derniers mois sur toute l'affaire de l'augmentation du prix du gaz en Arménie, qui était visiblement liée aussi, de facto, à l'histoire de l'union douanière, l'histoire des ventes d'armes, bien sûr. Et si on élargit la question à l'affaire du Karabakh, vue de Moscou, une nouvelle fois, la stratégie de Moscou est, je pense, sur l'affaire du Karabakh suffisamment clair. En gros, c'est la prolongation du statu quo, tout en maintenant une sorte d'équilibre instable. Parce que les pressions sur les pressions sur l'Arménie, que vous soulignez, Vartan à juste titre, à travers les ventes d'armes à l'Azerbaïdjan, de temps en temps, elles se font aussi dans l'autre sens, à travers d'autres facteurs, comme les facteurs ethniques en Azerbaïdjan, où de temps en temps Moscou, de façon assez, entre guillemets, subtile, j'allais dire, encourage par en dessous certaines minorités dont l'explosion pourrait porter atteinte à l'unité du pays. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'elle garde un équilibre instable entre les deux pour pouvoir continuer. C'est ça l'affaire du Karabakh du point de vue de Moscou, et c'est Moscou qui est le patron dans cette histoire, une fois de plus, pour pouvoir continuer à garder un levier sur les deux parties, Azerbaïdjan et Karabakh. Je citerai juste une chose. En 94, c'est un secret de polichinelle. Tous ceux qui sont plus ou moins au fait des choses le savent. En 94, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu au Karabakh,
entre Arméniens et Azéris. D'abord, c'est Moscou qui a obligé les parties à signer le cessez-le-feu. Ça, c'était juste un petit rappel. D'autre part, on sait très très bien maintenant, et depuis longtemps, que l'Arménie les forces arméniennes, on va le dire comme ça plutôt, étaient prêtes à aller sur Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan. Et là, l'Azerbaïdjan, c'était fini. C'est-à-dire que c'était le démembrement de l'Azerbaïdjan qui attendait les dirigeants de Bakou. Et en plus, en maîtrisant l'accès à la Koura, le fleuve de la Koura, on coupait le lien entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Autrement dit, si l'Arménie était allée au bout de cette, entre guillemets, logique, l'Arménie devenait le maître du Sud-Caucase, et sans doute pour longtemps. Seulement, l'Arménie était en panne d'armes, et Moscou n'a pas voulu livrer les armes nécessaires aux forces arméniennes pour qu'elles s'emparent de ces territoires. Ça veut dire que la relation russo-arménienne est basée sur une forme d'équilibre tutorial, si on peut le dire comme ça. Moi, je suis ton tuteur. Moi, c'est Moscou qui parle à Yerevan. Si tu vas dans le droit chemin, c'est-à-dire l'alliance avec la Russie, on continuera à t'aider, mais sache que notre alliance est aussi contrôlée par des facteurs géostratégiques qui dépassent notre relation pure. Alors, nous allons en fin d'émission, Gérard Hachian, quand même dresser un petit tableau des bénéfices et de tout ce qu'on pouvait gagner ou perdre avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui, puisque le choix est déjà fait, c'est terminé, en attendant que les autres acceptent l'Arménie au sein de cette union douanière. Alors, c'est pas terminé. Là encore, il y a un processus, il y a des négociations, il y a juste le souhait, la détermination de rejoindre l'union douanière. Mais pour l'instant, on ne rejoint rien du tout. Il y a un processus à accomplir. Qu'est-ce qu'on y gagne sur le plan économique? De la part de la Russie, il y a des promesses. Il y a des promesses d'une aide de 470 millions de dollars pour développer et moderniser les chemins de fer arméniens. D'ailleurs, 100 millions de dollars ont été avancés par la Banque de développement eurasiatique, encore sous domination russe, pour ce projet. Ça, c'est un premier point. Alors, quels sont pour l'instant les pays qui font partie de cette union douanière? Il y a la Biélorussie, la Bélarus et le Kazakhstan. Trois pays. Trois pays. Alors, l'Arménie serait le quatrième pays. Juste d'un mot, pardon, sans vouloir vous interrompre, la controverse au niveau économique et géographique, j'allais dire, portait, on va dire les choses comme ça, sur le fait que des trois pays ou des deux pays autres que la Russie, Biélorussie et Kazakhstan, comme tu l'as dit, qui font partie actuellement de l'union douanière, l'Arménie est différente en ce sens qu'elle n'a pas de frontière avec la Russie. Ça, il faut le préciser à l'intention des auditeurs. Ni d'ailleurs avec l'Union européenne. Non plus. Ni d'ailleurs avec l'Union européenne. Bon, ça, c'est une première promesse. Une deuxième promesse, c'est le fonctionnement de la centrale nucléaire et la construction d'une nouvelle centrale. La poursuite du fonctionnement de la centrale actuelle et la construction d'une autre centrale. La réduction de 30% du prix du gaz. C'est aussi une promesse. Donc politique et économie sont complètement liés. Donc cette baisse du prix du gaz entraînerait une augmentation de 1% du taux de croissance du PIB. Ensuite, la reprise des activités de Naïrit et la construction de l'oléoduc. Et on imagine que une fois que cet accord sera signé, les entreprises établies les entreprises russes établies en Arménie moderniseront leur structure, leur matériel, etc. Et parce qu'il y aura une motivation politique. Non pas uniquement pour faire des gains, ça aussi c'est important. Mais moi je crains que les profits occasionnés pour le pays ne seront pas distribués dans le pays. C'est pas la population arménienne qui sera gagnante, mais les oligarques, comme toujours, parce que donc, tous ces investissements seront faits par les oligarques russes, qui vont certainement privilégier les oligarques arméniens, non pas la population. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que l'entrée de l'Arménie dans cette union
facilitera l'émigration des Arméniens vers la Russie. Il n'y aura pas de barrières administratives, etc. C'est vrai que les Arméniens qui vont en Russie envoient de l'argent. Il y a des transferts des Arméniens de Russie qui sont très importantes, qui représentent 80%, si ce n'est plus, des transferts. Ça dépasse le 1 milliard de dollars annuellement. Voilà. Et puis, il faut tenir compte... Mais il ne faut pas prendre ça comme oui, certainement. Un point positif. Non, j'ai pas dit que les Arméniens... Non, j'ai pas dit que c'était positif, donc j'énumère des faits. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a entre 2 millions et 2 millions et demi d'Arméniens en Russie. Et donc, on ne sait pas comment pèse cette communauté arménienne en Russie dans ce genre de négociations ou de décisions. Mais ça veut dire en tout état de cause d'une phrase qu'il y a pratiquement autant d'Arméniens en Russie qu'en Arménie aujourd'hui. Voilà. Si ce n'est plus. Oui, c'est très difficile de donner un chiffre. Donc, il y a quelques jours, ils ont inauguré une église à Moscou qui, paraît-il, est quelque chose de... Bon. Alors, on peut se poser la question par rapport aux avantages économiques, le fait que les produits arméniens, l'exportation arménienne peut prendre de l'importance, et de toute façon, les Arméniens, de par leur mentalité, de par leur pratique, de leur culture et la pratique de la langue, la connaissance de la langue russe, ont plus de facilité de faire des échanges avec les pays de la CEI de manière générale qu'avec l'Union européenne. Mais parlons aussi en 2 mots des avantages qu'on aurait eu avec l'Union européenne, parce que nous, vivant en France, des Arméniens de France, on est plus sensible à ça. Voilà, on est très sensible à ça, sachant que l'Europe peut apporter en termes non seulement d'économie, mais aussi des valeurs, de respect des droits de l'homme. Il y a des notions comme ça qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est vrai. Et que l'Arménie avait besoin de s'approcher un peu plus de ces valeurs-là. Voilà. Alors, c'est pour cela que j'ai mentionné, ou bien je vais mentionner les réformes en premier. Donc, c'est le principal apport de l'Union européenne, le rapprochement des Arméniens aux normes européennes, démocratie, pluralisme, protection des droits de l'homme, intégration dans un système moderne, etc., etc. Le libre-échange, le libre-échange aussi, c'est le deuxième point qui augmente le volume des échanges et qui est une chose prouvée statistiquement bénéfique pour un pays. La promotion des exportations. Les produits arméniens seraient entrés plus facilement sur les marchés européens. Mais ça veut pas dire aujourd'hui que les marchés européens sont fermés face aux produits arméniens. Non, mais les produits arméniens paient un droit de douane. Tout à fait. Mais donc il n'y aurait pas eu ce droit de douane et les produits arméniens auraient été plus compétitifs. Alors on se pose aussi la question de savoir si on rejoignait l'Union européenne avec cet accord de zone de libre-échange. Mais de toute façon, on allait continuer à exporter vers la Russie, le Kazakhstan. Oui, certainement. Voilà, encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Enfin, si vous voulez, tout ça c'est sur le papier, donc il n'y a rien de... Parfois on nous vend cette union douanière comme étant la solution de sauvetage pour l'Arménie, alors qu'on est la solution de sauvetage, c'est la qualité des produits. Ces produits seront achetés sur les marchés européens lorsque ils sont de même qualité que les produits européens fabriqués en Europe ou d'autres importations européennes. Donc c'est, en fin de compte, sur les marchés, c'est le consommateur qui choisit. Donc si l'importateur importera les produits d'Arménie, s'il y a une demande de ces produits, c'est tout. Donc surtout dans un régime de libre-échange. Donc, mais par contre, il y a un petit bémol. Non, attendez. Entre 2014 et 2021, il y aurait eu des investissements énormes de la part de l'Union européenne en Arménie. Énormes. À hauteur de 700 millions de dollars par an. Mais pourquoi? Pour aider l'installation de la démocratie. C'est comme ce qui s'est passé pendant de longues années avec la Turquie. L'Union européenne a donné des milliards d'euros à la Turquie
soi-disant pour réformer ce pays, pour préparer son adhésion probable à l'Union européenne. C'est dans ce schéma-là que l'Union européenne met de l'argent pour accompagner ce processus de réforme. Mais il y a un petit bémol. Selon une étude, l'adhésion à l'Union européenne aurait entraîné des pertes aussi au niveau du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, très probablement à cause de la concurrence des produits européens, des produits agricoles européens. Et comme l'agriculture n'est pas à la hauteur en Arménie au niveau qualité, évidemment, les Arméniens auraient acheté des produits européens plutôt que arméniens. Moins cher. Donc, ceci entraînerait le doublement des importations de produits agricoles et nécessairement donc une baisse de l'emploi dans le secteur agricole et donc une augmentation de l'immigration. Alors, essayons de conclure. D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une date très importante pour la nation arménienne qui, pendant des siècles, comme le rappelait Gérard Chalakian en début d'émission, n'a pas eu de pays indépendant, n'a pas eu d'État, si ce n'est que les 2 années et demie entre 1918 et 1920. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ce pays avec son drapeau, avec tout ce qu'il comporte et de positif en lui. Aujourd'hui, il y a des avancées extraordinaires, il y a une évolution et un développement dans le pays, mais notre mal est que on est en train de gâcher vraiment un potentiel extraordinaire que ce pays a sur le plan des relations humaines, parce que on est avec 3 millions, on était avec 3 millions, voire un peu plus de gens très cultivés, il n'y a pas d'illettrisme dans ce pays, un potentiel scientifique extraordinaire, un nombre d'ingénieurs très par 1000, très en avance par rapport à plein d'autres pays avoisinants. Vraiment un pays extraordinaire, mais malheureusement, aujourd'hui, 22 ans après, malgré toutes les réussites qu'il faut souligner aussi, pour ne parler que, par exemple, de l'armée, dire que ce petit pays a pu constituer une armée extraordinaire qui aujourd'hui, certes, parfois avec l'aide des armées russes, mais elle seule est capable de se défendre. Si on a pu avoir une victoire face aux Azéris dans les années 90 sans avoir une vraie armée, aujourd'hui avec nos 2 armées, avec nos 2 républiques, on est vraiment capable de faire des miracles. Alors, il y a des choses et des avancées extraordinaires qu'il ne faut surtout pas oublier, et surtout quand on parle, je le souhaite très fortement, quand on parle du pouvoir des dirigeants, de corruption, de monopole, qu'on ne confonde pas les malheurs de l'Arménie avec l'Arménie, c'est-à-dire le pouvoir n'est pas l'Arménie, le pouvoir passera un jour, l'Arménie restera, et notre amour et notre attachement à l'Arménie doit rester intact. Et pour terminer, peut-être qu'on peut faire un tour de table sur ce que aujourd'hui on peut dire, on peut faire en 2 mots pour conclure cette émission, Gérard Chalakian. C'est une conclusion, mais c'est un sujet de thèse en même temps. Hein. Moi, je pense que je peux pas dire en 2 mots. Je peux rien dire. On est quand même dans la célébration, hein, même si on fait un débat et on trace des choses aussi négatives que positives, on est dans une célébration. Non, mais je salue cette journée d'indépendance, naturellement. Mais en tout cas, il faut pas rester dans le sentimentalisme. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses et de critiquer d'une manière positive pour voir qu'est-ce qui peut être avancé, perceptible, et puis qui mène à une action juste. Gérard Ashtian. Juste pour revenir à ce que vous disiez au On niveau va pas de la ouvrir culture. le débat. Non, c'est pas un débat à propos de la culture des Arméniens. Du temps de l'URSS, la population de l'Arménie représentait 2% de la population de l'ensemble de l'URSS. À l'Académie de Moscou, à l'Académie de l'URSS, il y avait 8% d'Arméniens. C'est pour aller dans votre sens. Le potentiel voilà, le potentiel scientifique et autres.
Ça, c'est pour... pour terminer sur une note, disons, entre guillemets, positive, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de déclarations de responsables européens qui ont, après leur première colère anti-arménienne, si vous voulez, qui commencent à dire oui, mais les choses ne sont pas terminées, l'Arménie a fait de gros efforts pour s'approcher des normes et des européennes. Nous sommes toujours là, notre bureau est toujours en Arménie, ouvert, et nous allons continuer la coopération. Benjamin Mardikian, pour terminer avec vous. Alors, en 2 mots, la conclusion, 2 mots ou 3 mots et demi, je sais pas. J'ai envie de dire un truc à 2 niveaux. D'un côté, on se retrouve, puisqu'on a beaucoup parlé de cette histoire d'union douanière, c'est un peu l'actualité du moment, hein, union douanière, accord d'association avec l'Union européenne, on se retrouve une nouvelle fois dans une histoire de dilemme. Choisir l'un ou choisir l'autre, comment faire pour concilier les deux? Et on s'aperçoit que dans toute l'histoire de l'Arménie, c'est ça. Alors peut-être qu'il faut adapter, c'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup de baguette magique, mais adapter nos mentalités actuelles à cette situation de fait qui est une constante. C'est pas une variable, c'est une constante dans l'histoire de l'Arménie, notamment l'histoire de ces 2 derniers siècles. Et alors aujourd'hui, ça atteint des sommets avec cette histoire d'Union européenne et de Russie, où l'un est incompatible, avec l'autre. Et la question est de savoir comment on peut faire pour essayer de concilier tout ça. J'ai juste un exemple. Lorsqu'en 2004 ou 2005, je sais plus, l'Union européenne a déclaré, à travers ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle politique de voisinage, la zone du Sud-Caucase comme zone d'intérêt stratégique, paf, 2 semaines après, l'OTAN a dit exactement la même chose. Autrement dit, la puissance militaire patronnée par les États-Unis. Et on se retrouve toujours dans des situations où des puissances antagonistes très fortes essayent de prendre le contrôle de l'Arménie parce que l'Arménie est un nœud. Et donc, étant un nœud, elle est au point de contact de différentes forces, au point de contact de différents pôles de domination. Et la question est de savoir comment tout cela peut interagir ou agir sur notre mentalité à nous. Et deuxième niveau de lecture, pour terminer rapidement, ici en diaspora, puisqu'on parlait de la jeunesse tout à l'heure d'Arménie, ici en diaspora, on se plaint, et à juste titre, au sein des institutions dont certains auditeurs nous parlaient tout à l'heure, de la désaffection des jeunes. Peut-être qu'il faut aussi travailler dans leur direction en essayant de leur inculquer toutes ces valeurs qui sont des valeurs d'analyse, de réflexion, de distanciation, pour que ce ne soit plus l'affect qui domine dans notre relation à l'Arménie, mais j'ai envie de dire aussi bien dans notre relation à nous-mêmes. Merci messieurs pour votre présence aujourd'hui pour célébrer à notre manière l'indépendance de l'Arménie. Je rappelle que désormais nos émissions sont filmées et sur notre site www.radio-ipfm.com, tout en bas de la page, vous allez découvrir les nouvelles émissions, toutes nos cartes sur table qui seront désormais filmées et présentes sur notre site internet. N'hésitez pas aussi de nous écrire à réagir@radio-ipfm.com avant chaque émission, durant l'émission, pour que votre opinion et votre voix soient aussi portées à l'attention de tous. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.